Euh, Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On m'entend bien, ça va là, du micro en haut. Donc je vais vous présenter un travail, un état de la recherche sur le contexte franco-hollandais et les populations du Maroni. Alors essentiellement ciblé sur la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est un travail qui a été commencé il y a un peu plus de 30 ans, lorsque j'ai été étudiant à l'université de Toulouse. Qui a balayé un vaste fonds d'archives, que ce soit donc ici en Guyane avec les archives territoriales, avec un fonds très très riche, très intéressant sur la question, mais également en France hexagonale avec notamment le Centre des archives d'outre-mer à Aix-en-Provence, et comme il s'agit beaucoup de diplomatie, celui des affaires étrangères également, et puis quelques petits centres annexes, mais parfois fort intéressants, comme la congrégation du Saint-Esprit à Chevilly-la-Rue, dont je sortirai un document, une carte, que j'ai récupéré d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Alors forcément, ça me ramène à des souvenirs d'un temps de l'archéologie archivistique, hein, il y a 30 ans, en salle de lecture de l'ancien bâtiment, les jésuites à côté de la préfecture. Donc j'ouvrais des paquets de papier craft avec une ficelle autour et des tas de documents pêle-mêle au milieu, et ceci pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour récupérer des documents qui jusqu'à présent en fait n'avaient été vus que par celui qui l'avait écrit, celui qui l'avait lu, et certainement celui qui l'avait peut-être posé dans le papier craft. Je remercie d'ailleurs, pour ce qui est du local, la première conservatrice d'archives, Anne-Marie Bulot, à l'époque, hein, qui m'avait ouvert les portes et qui a été d'un soutien très important sur sa première recherche, en passant par tous les collaborateurs des archives que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et jusqu'à aujourd'hui Georges Reich, avec qui j'ai l'occasion de travailler régulièrement, aussi bien à l'université que pour la recherche. Et j'aurai ce soir une petite pensée particulière pour Patrick Léon, qui est aussi la mémoire des archives, et qui aujourd'hui est malade, se bat contre, et qui est détenteur d'un savoir qui, le jour où il partira, sera vraiment une perte, je pense, pour la Guyane. Voilà. Donc après ce préambule, pour vous placer un petit peu comment ces travaux sont arrivés sur le terrain. Donc moi, on va parler aujourd'hui de questions de frontières, des frontières qui, sur le plateau des Guyanes, donc là on a en filigrane une carte, ont fait l'objet de multiples contestations sur l'ensemble du territoire, depuis le Brésil jusqu'au Venezuela, sont encore aujourd'hui d'actualité. On a eu le cas notamment avec le Venezuela, on le sait un petit peu moins, nous aussi, on est toujours dans une actualité de contestation avec le Suriname, vraiment sur la partie complètement sud, mais je ne rentrerai pas dans ce détail-là sur cette conférence, puisque je reste vraiment sur le 19e siècle. Néanmoins, ces frontières, elles se sont définies par l'action de puissances coloniales, et elles sont utilisées dans un espace qui est essentiellement occupé par la forêt. Elles ont utilisé ces fleuves et ces rivières qui servent de circulation pour les biens, pour les personnes. Et donc, c'est tout naturellement que le Maroni s'est retrouvé dans ce jeu colonial à un moment, comme devant marquer la limite entre une possession à l'est revendiquée par les Français et une possession à l'ouest revendiquée par les Hollandais. Au cours du XIXe siècle, cette frontière qui est très longtemps une simple marge, parce que chez les uns et chez les autres, on occupe surtout une zone littorale dans un système qui est le système des plantations esclavagistes. On s'occupe assez peu de l'interland, c'est-à-dire l'intérieur du territoire, et de tout ce qui est difficilement accessible. Et donc, il faut attendre vraiment le XIXe siècle pour que cette frontière autour du Maroni intéresse réellement les diplomaties, les politiques coloniales, et fasse l'objet d'une compétition, d'une contestation qui va véritablement connaître son point culminant
avec l'or au moment du rush aurifère sur le Lawa, donc une des branches du Maroni que je détaillerai un petit peu plus avec la cartographie ensuite, à la fin des années 1880. Donc dans ce contexte, je vais aborder l'histoire du contesté en deux temps. Je vais vous faire d'abord une première partie où on va vraiment parler de frontières, la construction frontalière et son volet diplomatique. Donc on va aller jusqu'à la résolution du problème du contesté franco-hollandais. Et dans un deuxième temps, on abordera le contesté franco-hollandais vu de l'intérieur, c'est-à-dire à travers la vie et l'organisation des populations qui vont parcourir ou qui occupent ce territoire dit contesté par les puissances coloniales. Et j'aborderai notamment ce qu'on appelle la notion de middle ground. Je vous définirai tout ça. C'est une définition qui nous vient d'Amérique du Nord et qui illustre assez bien cette société frontalière qui concerne le territoire contesté. Alors, aux origines de la frontière, jusqu'au XVIIIe siècle, les Hollandais ont très régulièrement, dans les documents d'archives que l'on consulte, revendiqué, estimé que la limite du Suriname se trouvait vers l'est jusqu'à Sinnamary. Ils arguaient pour cela d'un héritage laissé par les Anglais après leur avoir pris le Suriname et Paramaribo en 1667. Et les Anglais auraient donc intégré dans leur possession du Suriname l'ensemble des terres s'étendant jusqu'à la seule présence au milieu du XVIIe siècle présent dans l'ouest, c'est-à-dire Sinnamary. Suite à l'installation des Anglais, donc à partir de 1650, il faut savoir que c'est les Anglais les premiers possesseurs véritablement du Suriname en tant que colonie, cette possession anglaise du territoire de Suriname était actée en 1662 par une charte royale de Charles II qui disait qu'elle étendait sa souveraineté jusque 1 mile depuis ou au-delà de la rive du Maroni. Et on a une carte qui est très intéressante. Donc, cette carte, alors, qui est tirée de la Bibliothèque nationale de France, que vous avez sur le site de Gallica. Donc, alors, vous allez voir, vous avez des cartes à la fois renversées et dans la position où on a l'habitude de les voir. Très souvent, on a la représentation des cartes comme si on arrivait en bateau sur les côtes. D'accord ? C'est un peu les vues aériennes de l'époque faites par les cartographes. Et donc là, voilà, l'Atlantique est vers le bas et l'intérieur de la Guyane est vers le haut. Donc là, on est sur une carte française de 1665-66 à peu près, au moment où les Français prennent possession réellement de la Guyane, et est signalé, vous voyez, un fort anglais qui se retrouve sur la rive droite du Maroni. Donc on a bien effectivement des Anglais qui prennent possession d'une rive et de l'autre du Maroni, et qui estiment que, voilà, au-delà de 1,5 km à peu près, un mile, c'est ce qui permet bien sûr de contrôler l'intégralité de la circulation du Maroni. Ce fort anglais, d'ailleurs, est très certainement une des premières sources de guerre avec les Kali'na, notamment sur Awalaya Limapo, tel que ça nous est rapporté dans l'ouvrage de Colomb et Tchouka sur l'histoire Kali'na. Et donc cette notion de au-delà du Maroni, qui est contenue dans la charte anglaise de 1662, en fait, dans l'esprit des Hollandais, elle ne se limite pas donc à ce mile, mais pour les Hollandais, c'est tout jusqu'au Sinnamary. Et pour ça, ils s'appuient sur une convention donc, qui aurait été signée en 1668 et notariée en 1700, donc vous voyez, très très longtemps après, entre Delabarre, donc, qui prend possession de la Guyane en 1664, et l'amiral hollandais Crissen, et qui entérinait donc la reconnaissance par les Français de l'extension du Suriname jusqu'au Sinnamary. Ça, c'est une source que j'ai trouvée sur une conférence de Poulalion, qui fut ambassadeur de France au Suriname, mais je n'ai pas mis la main sur le document d'archives précisément. Et donc, à partir de ce moment-là, durant tout le XVIIIe siècle, eh bien, vous voyez, si on prend une carte du Suriname du XVIIIe siècle, donc là, c'est la rivière Suriname, Paramaribo est située ici, et on a les différentes divisions, la Suriname, la Comouaïne, la Kotika,
et le Maroni, vous voyez, qui est coloré des deux côtés, comme si ça appartenait aux Hollandais. Donc on a, pour les Hollandais, régulièrement aussi dans les documents d'archives, une revendication comme quoi ça arrive au Suriname. Et bien sûr, du côté français, on refuse de reconnaître cet élément. Mais dans la réalité, en fait, on n'a pas de présence réelle sur le territoire par les uns et par les autres. Et donc, finalement, les arguments des uns ou des autres, il va falloir attendre à peu près le milieu du XVIIIe siècle pour qu'on commence à avoir une présence affirmée autour du Maroni. Donc là, vous avez par exemple cette carte donc, qui est issue des archives d'outre-mer à Aix-en-Provence, où l'embouchure du Maroni, on voit sur la rive droite un poste français et sur la rive gauche le poste hollandais. En fait, les Français construisent le premier fortin. Alors, quand on dit poste, hein, c'est vraiment très très précaire. Hein, c'est des éléments en bois de type très souvent même carbé. Hein, c'est quand même pas les forts tels qu'on peut les imaginer ou tels qu'ils sont représentés à la Vauban sur les cartes. Mais donc la première, il faut attendre 1755 pour que les Français décident de s'installer une première fois, et c'est surtout à partir des années 1760 avec le gouverneur Filmon que voilà, on affirme un petit peu sa souveraineté sur le Maroni et on commence à s'installer régulièrement. Mais encore une fois, on s'installe régulièrement avec une présence qui reste très intermittente. Les postes sont souvent mal ravitaillés et donc on les abandonne régulièrement, soit pour des problèmes sanitaires, soit faute de combattants, parce que ça déserte beaucoup à cette époque-là. Et justement, ces questions frontalières vont véritablement s'attiser à partir du moment où on va se pencher sur la sécurité et où il va falloir contrôler justement cette fuite des soldats déserteurs et également des marrons qui potentiellement peuvent quitter une colonie pour aller dans la colonie voisine. Et donc, ça va permettre ainsi à chacun, aussi bien aux Français qu'aux Hollandais, de revendiquer sa souveraineté sur le Maroni, à la fois pour réclamer les fuyards, mais pour rappeler aussi à l'ordre voisin, au-delà de cette limite, c'est chez moi, et de notre côté, vous devez faire aussi la police chez vous. Ça va faire l'objet d'un accord de restitution signé en 1770. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, dans l'accord de restitution, les restitutions se font justement à l'embouchure du Maroni. Avec l'épisode du marronnage donc, des Bonnies, donc ces marrons venus du Suriname, qu'on inclut aujourd'hui dans les groupes de Bushinangé. Alors j'utilise le terme Bonnie à bon escient parce que c'est le terme historique 18e, 19e siècle, même on va dire les deux tiers voire les trois quarts du 20e siècle. Aujourd'hui, on les connaît de façon contemporaine sous le terme de Aloukou. D'accord ? Donc quand j'en parle Bonnie ou Aloukou, on a affaire aux mêmes personnes. D'accord ? Mais moi, je vais utiliser vraiment le terme historique des documents, donc le terme de Bonnie. Donc c'est Bonnie qui, en 1776, traverse le Maroni et se réfugie dans la Sparwin. Et alors que les Hollandais veulent bien sûr continuer à les poursuivre, le gouverneur français rappelle à l'ordre les Hollandais en leur disant, en 1777, qu'il est hors de question que l'armée hollandaise mette les pieds sur ce qui est le territoire français. Donc on peut considérer qu'à partir de là, donc on est à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, le Maroni eh bien, est désormais la frontière reconnue par les deux, ou en tout cas dans l'esprit, même s'il n'y a rien véritablement de décrit, de désigné. Contrairement à ce qu'on dit sur le traité d'Utrecht de 1713, il n'y avait pas de notification particulière sur le Maroni. Donc sur ce Maroni, alors on en trace bien sûr ce que l'on en connaît, et on en connaît finalement pas beaucoup plus loin que cette zone-là, qui a fait l'objet dans les années 1760, notamment de deux explorations françaises, celle de Patrice en 1766-67 et Simon Mentel, cartographe du roi, donc toujours en 1767. Donc c'est sur cette base cartographique que va être dessinée la frontière quasiment jusqu'au milieu du 19e siècle. Et vous remarquerez ici, alors je
je vais vous cliquer en plus gros, je vais vous sortir le document d'origine. Voilà, ok. Voilà. C'est pour vous en rappeler un petit peu plus tard, vous voyez, c'est que, eh bien, on a un affluent qui s'appelle le Tapanaouni. Alors, c'est le Tapanaouni, dont on va entendre parler un petit peu plus tard, et qui est porté, donc qui est déjà connu au XVIIIe siècle, sur les cartes utilisées par les Français. D'accord ? On verra que les Français l'auront un petit peu oublié et feront parfois preuve de mauvaise foi sur leurs arguments face aux Hollandais. Alors, deuxième partie, la décence du contesté territorial. La question sécuritaire, au XIXe siècle, elle va ressortir autour du Maroni. À partir des années 1830, donc entre 1836 et 1841, on a donc les Bonnies qui sont installés sur le Haut-Maroni, donc dans cette région-ci. Aujourd'hui, pour vous situer, là vous avez Grand Santi, et là vous avez Marie-Passoula, et là vous avez Papaïchton. Donc ils sont installés dans toute cette région-là, et régulièrement, ils vont se rendre sur le Oyapock. Donc ils basculent complètement de l'autre côté de la Guyane, en passant par le bassin de Linini, puis ensuite basculant sur le bassin de l'Oyapock, pour tenter de nouer des relations avec les Français et échapper à cette domination d'un autre groupe issu du marronnage, donc Bushinengi, qui sont les Djuka, et qui, eux, eh bien, vivent sur le Tapanuli, justement, principalement. Et à qui les Hollandais ont confié la police du fleuve, afin de protéger notamment les plantations hollandaises des pillages des marrons bonnies tels qu'ils étaient perpétrés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors, pourquoi ces marrons, je fais un petit rappel, pourquoi ces marrons eh bien, ont ce rôle-là. Les Djuka, comme les Sahamaka, qui sont encore un autre groupe Bushinengue que l'on trouve à l'intérieur du Suriname, eh bien, eux sont libres depuis le XVIIIe siècle, puisqu'ils bénéficient d'une autonomie reconnue suite à des traités de paix qui ont été signés avec les Hollandais en 1760 et 1762, ce qui n'est pas le cas avec les Bonnies. Et donc, en 1836, vous avez une convention qui est signée, donc ça c'est un document qu'on trouve ici aux archives, donc qui est encore sous son ancienne cote, la série Loyer X214, dans lequel eh bien, les gouverneurs des Guyanes vont rappeler que la rive droite est française et que le Maroni fait la frontière. Et donc ainsi que la liberté pour les sujets français d'y circuler, donc c'est l'essentiel de l'article 3 que vous avez ici. Mais en fait, l'essentiel de la Convention, c'est pas ce qui préoccupe les gouverneurs, c'est surtout de rappeler aux Hollandais de contenir les circulations de leurs marrons sur le territoire de la Guyane. D'accord ? Donc on vise les Bonnies. Mais d'un autre côté, on prévient les Djuka qu'il est hors de question qu'ils menacent un quelconque Français qui passerait sur le fleuve. À partir de 1858, on a du côté français l'installation du bagne et de la transportation, donc sur ce qui va devenir Saint-Laurent, Saint-Louis. Et la France commence à se préoccuper encore une fois de cette histoire de frontière parce que sur la rive opposée, il y a un établissement hollandais qui s'est installé, donc Alpina, dont on a une illustration, donc une iconographie issue aussi des collections des archives qu'on a ici, qui date à peu près de la qui est contemporaine de cette époque, on est dans les années 1858. Et donc, Alpina, pour la France qui veut installer la transportation et donc le bagne sur le Maroni, eh bien, apparaît un peu comme une porte de sortie sur les bagnards en fuite et se pose la question de savoir si vraiment on peut circuler librement sur le Maroni, parce que là, cette fois-ci, ça serait bien si on pouvait empêcher justement les bagnards de pouvoir profiter de ceux d'en face pour pouvoir s'évader. Mais dans le même temps, se pose aussi la question de la liberté de navigation tout le long du Maroni, donc depuis Laval, donc ici, et en direction donc, du sud de la Guyane, et va notamment se poser la question de eh bien, ce contrôle des Djuka sur le Maroni qui n'hésite pas à menacer régulièrement tous ceux qui s'aventurent vers l'amont et notamment vers le pays Boni. Et donc c'est à ce moment-là que va se placer un épisode important pour les Boni, c'est un temps de libération de la tutelle Djuka. Alors c'est pas un traité qui est directement signé avec les Boni, mais c'est un arrangement. Donc là vous avez une copie
donc qui vient des archives d'Aix-en-Provence, qu'on a aussi aux archives territoriales, mais j'ai pas retrouvé je crois que je devais avoir une photocopie, donc graphiquement c'était quand même pas terrible à vous montrer. Et donc on a notamment donc cet arrangement, il est signé entre l'envoyé du gouverneur de la Guyane française et le Gamman, donc le chef spirituel des Dukas, directement. C'est pas non plus un traité qui est signé entre les Français et les Hollandais. Alors les Hollandais sont présents dans la manifestation, ils sont là pour conseiller les Dukas, mais c'est véritablement une discussion entre les autorités françaises et les Dukas. Et donc dans cet accord va être signé donc l'entière liberté du fleuve Maroni donc, et de ses affluents, et donc pour toute nation, tribu, peuplade, que ce soit les Français, les Oka, donc les Djuka, hein, c'est la façon dont on écrivait à l'époque, les Boni, les Roukouniens, donc là on fait référence à des Amérindiens qui sont encore beaucoup plus au sud, et, etc. Alors, ainsi permettre à ce que le Maroni eh bien, soit désormais libre de circulation. Alors de fait, pour les Boni, c'est une libération parce que dans la foulée, eh bien, les Français offrent la protection à ces Boni. Ces Boni qu'à l'époque de l'esclavage, on a refusé parce que c'était vraiment le danger qui allait mettre à mal la Guyane française. Eh bien, cette fois-ci, on s'y intéresse particulièrement parce que dans l'idée et dans les différents échanges de correspondance des autorités françaises, c'est pas mal, ça permet quand même peut-être d'avoir un point d'appui sur justement le Haut-Maroni et de faire concurrence à une relation qui est la relation entre les Hollandais et les Djuka, qui, elle, est établie depuis 1760. On verra, ça aura aussi son importance dans la suite. Sauf que, donc là, pour l'instant, on est sur des arrangements réglant les affaires de circulation sur un fleuve qui est clairement à chaque fois dit comme étant la frontière. Et donc en 1860, après cette conférence du mois de septembre 1860, en novembre, on se rend donc en pays Boni, français et hollandais. On passe chez les Djuka pour faire une déclaration solennelle sur la teneur des arrangements convenus donc à Albina. Et également, on va chez les Boni pour leur signifier qu'à partir de ce jour-là, eh bien, ils ne sont plus sous cette tutelle Djuka, ils peuvent circuler librement. Et donc, à partir de ce moment-là, on se rend compte aussi, c'est qu'en remontant, eh bien, on a finalement, à un moment, une division du Maroni, donc là, en partant de Saint-Laurent, qui est assez semblable, hein, avec un bras qui part donc, vers l'est, qui s'appelle le Lawa, et un bras qui part vers l'ouest, qui s'appelle le Tapanui, sud-est et sud-ouest. Et donc, au premier regard, comme ça semble très similaire, se pose la question, puisque la frontière du Maroni va de son embouchure jusqu'à sa source, il s'agit de définir quelle est la source du Maroni pour savoir finalement, est-ce que la frontière, elle va passer ici? Est-ce que la frontière, elle va passer ici? Est-ce que la source, c'est le Tapanami? Ou est-ce que la source, c'est le Lawa? Alors, dans le discours officiel, on dit que c'est en grande partie ignoré, et que donc là, maintenant, il faut qu'on s'en occupe. Je vous ai fait voir sur la carte précédente du XVIIIe siècle, on savait quand même que le Tapanoni existait, et c'était une rivière conséquente. Les Hollandais le savaient aussi, puisque cette île que vous avez ici eh bien, a servi de base militaire pour Stoelman et les troupes hollandaises pour aller combattre les Boni dans les années 1890. Et porte encore aujourd'hui, hein, Stoelman-Tabiki, l'île de Stoelman porte toujours ce nom encore aujourd'hui, donc hérité du XVIIIe siècle. La question donc va être de savoir lequel des affluents est le bras formateur, et on met en place une commission mixte franco-hollandaise qui va avoir comme objectif donc de mener une exploration, alors exploration du Tapanoni, et la carte que vous avez sous les yeux, eh bien c'est le rendu du travail d'exploration. Donc c'est Vidal, donc un officier de marine hein, français, qui va faire le croquis de cette carte. C'est la carte la plus détaillée qu'on ait jusqu'à présent du Maroni à cette époque, et qui va apporter bien sûr un maximum d'informations à la fois sur l'occupation des villages
Djuka, qu'on a ici, et sur les villages Boni qu'on a ici. Et donc on a une partie du Tapanuli qui est remontée et quasiment l'intégralité du Lawa qui continue ensuite sur la litanie jusqu'à la source. Alors on n'arrive pas à la source, mais on le remonte davantage. Et surtout, cette commission mixte va faire un certain nombre de calculs scientifiques et pour déterminer qu'est-ce qui va être le bras formateur, on va essayer de voir lequel a le plus gros débit. Celui qui donne le plus d'eau, c'est le plus important, donc l'autre est un affluent, et lui, celui qui a le plus gros débit, eh bien, c'est la continuité, c'est ce qui mène vers la source. Donc, en septembre, Français et Hollandais mesurent le débit au niveau du Lawa et le débit dans le même temps au niveau du Tapanuli. Et on obtient donc une donnée numérique. Alors, on parle à cette époque-là en mètres cubes par minute, parce que forcément, il faut avoir le temps de mesurer. On n'a pas les outils électroniques aujourd'hui qui nous permettent de calculer les débits en mètres cubes secondes. Et donc, le Lawa se voit crédité de plus de 35 000 mètres cubes à la minute, alors que pour le Tapanuli, on en a à peine plus de 20 000. Pour la commission franco-hollandaise, d'un point de vue purement technique, la cause est entendue, c'est donc le Lawa qui fait, qui doit être considéré comme le bras formateur de la frontière, du fleuve Maroni et donc de la frontière. La commission, alors c'est un vrai travail de collaboration entre Français et Hollandais, entre gens de bonne compagnie et avec des conclusions tout à fait communes, sauf que quand ça arrive dans les diplomaties, en tout cas dans la diplomatie française, on va enterrer le dossier très très rapidement. Alors les Hollandais vont bien essayer de faire des timides relances. On en a quelques-unes entre 1863 et 1867. Bon, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on pourrait actualiser les choses? Aucune réponse, plus rien. Et puis, bon, voilà, Second Empire disparaît avec la chute de Napoléon III et l'histoire de la commission franco-hollandaise et donc du règlement de la frontière part aux oubliettes. Alors, aux oubliettes de façon temporelle. Parce qu'il y a bien un moment où ce règlement diplomatique, il va falloir qu'il se pose. Et il se pose de façon beaucoup plus cruciale dans les années 1880, à cause de la valeur que va prendre ce contesté territorial entre Lawa et Tapanuli. On a effectivement une Guyane qui se retrouve balayée donc, à partir de 1855 par toute une série de roches aurifères. Donc là, je vous ai pris une carte. Alors là, je vais retourner pour que vous la voyez bien, mais ici, on est sur le Yapok et on est sur le Maroni. Et donc, voilà, entre 1855 et les années 1870, voire 80, ça c'est un plan de 1878, qui vient de la BNF. On a toute la Guyane qui est touchée par des différents roches aurifères, et donc on a découvert de l'or, et on demande des concessions, et donc progressivement on s'installe, en tout cas le monde des mineurs s'installe dans l'intérieur du territoire. Et vous voyez bien sûr que cet or, il arrive progressivement sur le Maroni. Et donc c'est lui qui, finalement, va être au cœur du sujet, notamment en 1875, alors, je vous le mets un petit peu plus gros, en 1875, on a une demande de concession donc par le sieur de la Bouglise, donc voilà, quelque chose de classique, vous voyez un plan, on demande une concession, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, 82 560 hectares, allons-y gaiement, et on veut tous ces territoires, et pour aller y trouver de l'or, parce que ça y est, on commence à avoir des concessions, notamment du côté de la crique Abounami, qui commencent à donner de l'or, donc tant qu'à faire, on y va. Sauf que, bien sûr, vous avez vu, on demande, la concession demandée par le sieur de la Bouglise, c'est pas ni sur la rive droite Avoua, ni sur la rive gauche Tapanuli, c'est entre les deux, c'est le territoire contesté. En tout cas, celui qui apparaît tel quel. Donc on va avoir, de la part des diplomaties, en tout cas au moins de la diplomatie française, on va rester très très prudent, et on va considérer, on va renvoyer un petit peu la balle aussi aux demandeurs de concession en disant, allez voir du côté des Hollandais, si les Hollandais sont d'accord, on le met, mais s'ils ne sont pas d'accord, parce que quand même on est en contestation, ça ne va pas le faire. Donc forcément,
Il ne va pas y avoir d'accord, hein, personne n'accorde véritablement. Et donc on va avoir, dans un premier temps, un statu quo, mais n'empêche que depuis 1873, hein, c'est vraiment les premières dates qu'on a de demande de concession sur le Maroni, on a progressivement, depuis le littoral, au-dessus de Saint-Laurent, et progressivement en montant vers l'amont, ces demandes de concession. Là où véritablement les choses vont changer, c'est à partir de 1885-86, avec des découvertes aurifères qui sont trouvées. Donc là, vous voyez, on est sur le Lawa, vous avez ici le pays Boni, donc Kotika, Sissi, hein, je reviendrai après dans les détails, et vous voyez qu'ici, donc cette rive gauche, là c'est le côté français, et là c'est le côté contesté. Et très rapidement, en fait, vous avez donc des découvertes qui sont attribuées à deux personnes, donc Ruffin et Vitalo, hein, Vitalo bien connu du patrimoine guyanais en tant que chercheur d'or. Je reviendrai un peu plus sur le pédigré dans la deuxième partie, quand je m'intéresserai aux orpailleurs, qui revendiquent tout de suite donc cette découverte de l'or et demandent des concessions. On s'associe avec Eleuther-Leblond, hein, famille Leblond, donc je reviendrai aussi également sur son pédigré dessus. Et derrière, ça va entraîner un rush aurifère en plein pays bonique. Vous avez des centaines, des milliers de mineurs qui se précipitent à partir de 1886, surtout à partir de 1887, sur cette région-là. Et donc, incapables de s'entendre pendant près de 30 ans, là, les Français et les Hollandais se retrouvent face à un problème de taille, c'est que le risque, c'est, si on laisse faire les choses, que l'intégralité, finalement, de l'or qui va être pris dans ce territoire contesté échappe aux uns et aux autres. Donc, forcément, avec toutes les taxes qui y sont liées. Hein. Et donc, on va tenter de s'entendre, et pour cela, on va s'en remettre, c'est une décision de novembre 1888, à un arbitrage. Et on va demander à une tierce nation d'arbitrer le conflit territorial entre les deux. On va demander à la Russie, donc le tsar de Russie, prendre les arguments des uns et des autres et de trancher ce problème frontalier. On applique ainsi à la diplomatie un principe de uti possidetis, c'est du latin, qui est en vigueur depuis le congrès de Lima en 1848, alors qui concerne bien sûr les puissances coloniales. C'est un principe selon lequel la violence ne peut être le recours entre les nations pour contester la possession d'un territoire. Donc, en arguant de ce principe-là, eh bien, on fait appel à un arbitrage. Alors, sur place, bien sûr, dans un premier temps, il s'agit de contrôler les exploitants avec interdiction d'extraire l'or dans un premier temps, sur la partie contestée, et donc, on va mettre en place des postes. Alors vous avez des postes à la confluence entre Lawa et Tapanaoni, donc poste hollandais et poste français, et puis vous en avez un carrément donc, en plein pays Boni, sur l'île d'Assisi, donc au contact d'un village Boni, pour tenter de contrôler l'arrivée des mineurs sur les terrains qui se situent juste en amont. D'un point de vue historique, c'est quand même la première véritable présence d'une autorité coloniale sur le Haut-Maroni. Hein, c'est quand même quelque chose de nouveau. Mais derrière, on a une ligne de conduite assez chaotique. On interdit, puis finalement, on autorise. En fait, on regarde ce que fait le voisin, et en fonction de ce que fait le voisin, soit on interdit, soit on autorise. Si finalement, on apprend que le voisin il autorise, on autorise de nouveau. On se réunit de nouveau pour se mettre d'accord sur une nouvelle interdiction. Bref, on a un petit jeu diplomatique, comme ça, à l'échelle des deux Guyanes, qui est assez chaotique. Du côté du dossier diplomatique, c'est aussi chaotique parce que face à ces Français, ces Hollandais qui jouent une valse bizarre, eh bien, le tsar de Russie, à plusieurs reprises, va hésiter à arbitrer, va même à un moment dire non, je ne vais pas arbitrer, ça ne sert à rien, vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord. Donc, voilà, il va falloir clairement définir les choses. On a notamment les Français qui essayent à chaque fois de contourner un petit peu les différents éléments que mettent en place les Hollandais, parce que quelque part, on verra, c'est eux quand même qui ont le dossier le plus sérieux, puis qui savent un peu plus de ce qu'ils parlent par rapport aux Français. Et on a notamment des tentatives françaises pour essayer de régler ça à l'amiable, sans arbitrage, en divisant, il est là, notre territoire contesté, vous voyez, entre le Lawa, ici, et le Tapanaoni. Et donc les Français proposent qu'en fait, on fasse un partage en fait, on divise en deux le territoire.
on utilise la ligne de partage du bassin hydrographique, c'est-à-dire que tous les cours d'eau qui vont dans ce sens, eh bien, les terres appartiennent aux Hollandais, et tous les cours d'eau qui vont dans ce sens, les terres appartiennent aux Français. Donc ça fait en gros une ligne qui est un peu comme ça, là, voilà, à peu près. Alors forcément, vous imaginez que les Hollandais ne sont pas d'accord, parce que les gisements aurifères, ils sont tous de ce côté-là. D'accord. Voilà. Donc, voilà, ça fait partie des péripéties du dossier. À un moment, le français, non, ça ne va pas le faire. Donc, forcément, il va y avoir un dossier. Et donc, ce dossier, c'est l'exposé des droits de la France. On l'a ici aux archives territoriales. D'ailleurs, c'est aux archives territoriales que j'ai pu le consulter. Je ne l'ai pas trouvé aux affaires étrangères. Je ne l'ai pas trouvé à Aix-en-Provence. Donc c'est vraiment ici que je l'ai eu. Alors on ne l'a pas retrouvé parce qu'il était caché dans un carton. Je voulais vous mettre juste un figuratif de la page d'entrée. Mais voilà, donc j'ai pu consulter. Hein. C'est 19 pages manuscrites de mémoire. Et voilà, il est surtout, c'est beaucoup d'écriture, mais pour les Français, c'est très très vide, en fait. C'est très très vide. On a une argumentation qui est relativement limitée, parce qu'en fait, la France, elle n'a pas tellement de droits que ça. Elle va faire reposer essentiellement son dossier sur, alors, un accord. La Guyane est occupée par les Portugais, donc en 1809, et donc jusqu'en 1817. Et donc, dans l'accord de restitution entre la France et les Portugais, il y avait une limite qui avait été fixée, alors je ne sais plus, c'était par rapport à un méridien particulier. Et en gros, si on prenait l'accord entre les Français et les Portugais, ça faisait une croix par ici. Voilà. Donc, pour les Français, c'était du côté du Tapanuli. Mais sans être allé sur le terrain, sans que, en plus, ce soit pour les Brésiliens, alors pas les Brésiliens, pardon, les Portugais, une décision ferme et définitive en termes de fixation de la frontière. Et puis surtout, les Hollandais n'étaient pas partie prenante dans cette affaire-là, dans la négociation entre les deux. Les seules données d'observation scientifique, on les connaît, hein, c'est celles que donc c'est l'exploration des fleuves et la mesure du débit. Elles sont donc héritées de la commission d'exploration de 1861. C'est l'essentiel du dossier hollandais. Hein. Elles sont systématiquement dénigrées par les Français au profit de témoignages totalement empiriques, alors qu'ils font la part belle notamment à Coudreau, qui va se lâcher, mais alors complètement. Dénigrement systématiquement les travaux de ses prédécesseurs, très imbu de sa personne, affabulateur sur pas mal de points. Alors je sais que j'ai les collègues qui le défendent, notamment sur la partie amérindienne, où il a donné des informations intéressantes, mais c'est vrai que sur la partie Bushinengue, vie du fleuve, etc., il a quand même tendance à raconter un peu n'importe quoi. Coudreau, par exemple, dit il est de notoriété que le Tapanaoni est beaucoup plus long que le Lawa. Donc le Tapanaoni doit être, sans y être allé hein, pour autant. Mais en fait, on véhicule. Et puis surtout, il va utiliser aussi des éléments ethnographiques. Oui, on m'a dit que la maman du fleuve, c'était le Lawa, mais finalement, comme on me dit aussi que le papa, c'est le Tapanaoni, c'est bien normal que le Tapanaoni soit le bras formateur du Maroni. Alors, forcément, à cette époque-là, on ne sait pas, mais c'est un contresens ethnographique total, parce que dans les sociétés Bushinengue, on est sur des lignages matrilinéaires, et celui qui forme, c'est le lignage de la mère. D'accord ? Donc, quelque part, l'argument ethnographique, quand on va le chercher chez les populations, en fait, il est aussi clairement en faveur du Lawa. Même si ce n'est pas conçu comme un bras formateur, etc. Voilà, c'est ce qui est une vision très, très européenne. Et donc, en fait, les Français, à travers tous leurs dossiers, vont surtout s'attacher à prouver que finalement les Pays-Bas n'ont pas tant de droits, plutôt que de prouver que les Français en ont. D'accord ? On va essayer aussi, pareil, de dire que la relation entre les Djoukas et les Hollandais, finalement, elle n'est pas si... elle est très ténue, elle n'est pas si forte que ça, et que quelque part, tout ça est en train de partir à l'eau. Et on ne joue pas du tout, notamment la carte qui aurait pu être une carte, dire les Bonis sont reconnus comme nos protégés et les Bonis sont installés aussi sur le contesté, et qui aurait pu être un argument en faveur des Français en disant voilà, s'ils sont nos protégés, forcément les terres qu'ils occupent sont les nôtres.
Ça a été balayé. Même quand on envoie une copie au gouverneur en décembre 1890, quand le ministère envoie, la réponse du gouverneur apporte une seule rectification, c'est que non, les Bonis sont bien originaires des plantations hollandaises. Donc en plus, ça ne va pas du tout dans le sens de la France. Et donc cette Guyane apparaît finalement comme une colonie très secondaire dans la politique coloniale française. Mais bon, ça c'est pas nouveau. Et les enjeux en fait coloniaux de la France, ils sont bien ailleurs, ils sont notamment en Afrique. D'ailleurs, une illustration sur la même période, c'est l'exposition universelle de 1889. La Guyane, elle était représentée à la fois par une case pénitentiaire et une maison créole. Point terminé. Donc voilà, Guyane, terre de bagne. Après, les enjeux suivants n'intéressaient finalement pas grand monde. Et donc, ça ne va pas louper. Donc là, vous avez un télégramme qui date du mois de juin, où on annonce au gouverneur de Cayenne la sentence arbitrale. Donc, la sentence arbitrale donne tout le territoire contesté à la Hollande, sous réserve des droits acquis bona fide par les ressortissants français, faire instruction, etc. Donc, le 25 mai 1891, c'est la date officielle où le tsar rend son verdict, eh bien, l'ensemble du contesté va en faveur des Hollandais. Alors, bien sûr, en s'appuyant sur deux choses. Un, la solidité des relations anciennes établies, notamment des traités de paix établis avec les Djuka à l'intérieur, et bien entendu, les conclusions scientifiques, qui sont les seules, fournies dans le dossier par les Hollandais avec la commission franco-hollandaise de 1861. La publicité faite autour de cette perte de territoire, en fait, il y a assez peu de réactions, il n'y a pas de sentiment national exacerbé à ce moment-là. Vous avez par exemple le journal Le Temps en France qui se contente de publier le communiqué officiel sans le commenter. Le Siècle considère que l'arbitrage russe n'a pas été assez documenté parce que la France n'a pas été capable de retrouver ses archives. Donc, vous voyez, le regard des Français sur les Français. Le journal des chambres de commerce regrette la perte du territoire, mais il estime que c'est un bien pour en finir avec un orpaillage qui finalement ne permet pas de développer la Guyane, et peut-être que ça lui permettra de revenir à une colonisation de l'espace par l'agriculture. Il rejoint en ça l'opinion du député de la Guyane de l'époque, Gustave Franconi. Et enfin, l'illustration, autre grand journal de l'époque, relève le fait que la sentence n'a soulevé aucune protestation, n'a pas entaché l'amitié franco-hollandaise, et finalement, c'est bien d'avoir utilisé un arbitrage plutôt que d'avoir utilisé la force. Et pour finir sur cette partie conséquences diplomatiques, c'est que l'été suivant, quelques mois, là on est au mois de mai, donc c'est au mois de juillet, en fait, la France et la Russie signent leur traité d'alliance. Donc même la décision du tsar n'a pas porté ombre à cette amitié franco-russe. Néanmoins, on pourrait se dire, oh là là, on n'a pas été bon, on a tout perdu. Il y a un terme qui est intéressant, qui est le terme de bona fide. Donc les droits acquis de bonne foi. Les droits acquis de bonne foi, c'est en fait la garantie pour les exploitants français qui avaient fait des demandes de concession depuis le début du contesté et qui sont reconnus comme avoir fait leur demande de concession, se retrouvent avec la garantie de pouvoir continuer à exploiter pendant plusieurs dizaines d'années ces gisements aurifères. Et ça va être le cas, effectivement, jusque dans le premier tiers du XXe siècle, avant que, je crois que ce soit des Américains qui reviennent ensuite derrière. Mais donc résultat, dans la presse hollandaise, on l'a un petit peu amer parce que certes, on a récupéré le territoire, mais finalement, c'est encore les Français qui continuent à exploiter cette eau. Donc voilà pour ce qui est de cette première partie, qui est vraiment la partie diplomatique. Alors attention, les problèmes de frontières ne sont pas tous réglés. Ils vont continuer au XXe siècle, problème de partage des îles en 1905, et puis surtout, plus on descend au sud, et plus on trouve aussi de nouvelles branches. C'est le cas de la Litanie et du Marouni, et donc les Hollandais qui, à partir des années 30, font porter de nouveau un nouveau contesté frontalier sur lequel de la Litanie et laquelle du Lawa. Donc vous les avez ici, là, ici, lequel de la Litanie ou du Marouni, pardon, et le formateur du Lawa. Donc on repousse le problème un peu plus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce problème frontalier est toujours existant. Si vous prenez une carte du Suriname,
Eh bien, sachez que sur ces cartes officielles, le Suriname va jusqu'ici, va sur le bord du Maroni. D'accord? En Tekongpata, avec son drapeau français, bleu, blanc, rouge, et en fait, surinamé. Hein, voilà. Et bien sûr, tous les villages amérindiens qui se situent le long de la Litanie. Alors, je ne vais pas développer, hein, parce que c'est pas, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui en cours de négociation, avec des avancées, mais pas pour cette partie-là en tout cas. Et je passe sur donc, la deuxième partie qui va être eh bien, la ville autour du Contester. Alors avec un premier point sur les pionniers. Entre deux mondes, lorsqu'on va quitter ce terrain diplomatique, on va s'intéresser donc à ces villes de population du fleuve. Ceux qui, les premiers, font les traits d'union entre l'intérieur et la zone de l'embouchure. Albina, dont je vous ai parlé, donc, qui est sur la rive hollandaise, ici, là, et c'est donc un établissement qui est installé vers 1846 sous l'impulsion d'un Allemand, Kappler, qui est migré au Suriname et qui monte une colonie avec justement des colons originaires d'Allemagne, donc une colonie à la fois agricole et forestière, et qui va notamment occuper les fonctions de commissaire chargé des relations entre la colonie et les Djuka. La présence physique des Français, alors curieusement c'est l'affaire d'un Corse, Montecatini, mais alors il est exploitant forestier, il est installé du côté hollandais. Donc la première présence française finalement elle est au service de la Hollande, puisque lui aussi va exercer l'intérim de fonction de commissaire à la fin des années 1840. Sur la rive française, il faut attendre 1853. À partir de 1853, on commence à avoir des exploitants forestiers aussi. Hein, c'est la première étape d'activité. Donc là, pareil, de nouveau une représentation. Donc hein, c'est tiré de la même collection, hein, cette iconographie qu'on a, 2 albums au fusain. Georges, hein, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça, qui sont ici. Et donc là, on a l'établissement Voisin, donc ça fait partie des noms qui ressortent, Voisin, Javoué, donc de la famille, a priori, de Anne-Marie Javoué, ou Tolinche, qui est aussi un Corse, et qui sont donc des exploitants qui traitent avec les Djuka, suffisamment présents sur le bas Maroni pour fournir, donc sans qu'il y ait un transport trop long, des quantités importantes de bois. Et Tolinche, il a un rôle un peu particulier parce que lui, en plus, il va s'intéresser au boni. Et c'est lui qui va... Donc là, la concession Tolinche, on l'a ici, vous voyez, sur ce... Alors c'est un plan qui est plus ancien, hein, puisque là, on est dans les années 1880, mais voilà, il est du côté de la Kriegssparwin, et il installe sa concession ici, donc, et c'est à partir de là qu'il va nouer, vers l'amont, des relations avec les bonis. Et il est un des initiateurs du rapprochement qui conduit à l'arrangement de 1860 entre les Djuka et les bonis. Néanmoins, les relations donc, avec les populations du Maroni, elles restent relativement ténues pendant, allez, on va dire une grosse vingtaine d'années. Si on accepte l'arrivée aux environs de Saint-Laurent, du Boni à Patou, c'est pour ça que j'ai fait un focus sur lui, parce que c'est un personnage particulier, donc compagnon de Crevaux dans les premières explorations, et qui va avoir du mal à retrouver sa place au sein de sa tribu, donc au sein du groupe Boni, et qui va avoir des velléités de se rapprocher, en tout cas, de l'administration. C'est quelqu'un qui est allé en Europe, qui a été reçu par la Société de géographie, etc., et qui, quelque part, conçoit désormais les choses en dehors aussi de la communauté. Et donc, à partir de 1882, il va être autorisé à s'installer avec quelques familles sur 2 îlets en face de la Balatée, à Saint-Laurent. Mais comme ces îlets sont rapidement inondables, eh bien, il va se fixer progressivement ici, en aval du premier saut qu'on rencontre en remontant le Maroni, qui est le saut Hermine. Il va faire une demande de concession, dont nous avons ici, donc ça c'est tiré du bulletin officiel de l'Aïe-Guyane de 1885, sur lequel on lui adresse une concession de 80 hectares, et que vous avez donc représenté sur ce plan, ici, pareil, issu des plans des archives territoriales. Donc vous voyez, une concession, alors vous voyez, elle est très bizarre, il n'y a que 200 mètres, et puis en fait, c'est 4 km de profondeur. Au départ, lui, il voulait 1 km de rive, mais l'administration a considéré qu'il allait contrôler trop facilement l'entrée du saut et que ça pouvait porter préjudice. Donc il a une concession qui est un petit peu bizarre, qui est tout en haut. Dans le même temps, sur proposition d'Apatou, on a 5 enfants bonis qui vont être admis dans les écoles de Saint-Laurent à partir de 1881.
Et dans l'esprit du directeur de l'administration pénitentiaire, c'est lui qui est chargé des relations par le gouverneur avec les populations de l'intérieur, eh bien, il faut respecter le mode de vie et de croyance de ces populations, donc on laisse encore vraiment une autonomie au niveau social et culturel, et on va limiter l'instruction à la lecture, à l'écriture, à compter, tout en garantissant à ces enfants, s'ils veulent quitter l'école, ils peuvent la quitter quand ils veulent. On est au moment où va apparaître aussi l'école obligatoire dans la Troisième République française. Donc ces enfants quittent l'école en août 1887, donc voilà, 6 ans de scolarisation sans qu'on sache véritablement ce que ça a donné derrière, ce qu'ils sont devenus ou quoi que ce soit. Mais cette politique, que là on pourrait regarder sous le focus de l'assimilationnisme, se limite au XIXe siècle vraiment à un patou et les populations qui sont fixées immédiatement à portée du territoire pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni. Vers l'amont, donc beaucoup plus haut, c'est vraiment l'or qui va changer la donne. Alors ce monde de l'or, je vous ai dit, à partir de 1873, on a les premières demandes. On a notamment, dans les premiers à demander, on a le nom de Casal qui revient et qui aujourd'hui est un nom qui est porté dans une famille Bonny sur Cormontigo et Maripasoula aujourd'hui. Donc qui vit à travers le souvenir de cet exploitant aurifère. Vers 1877, donc beaucoup plus haut, donc là, au-delà dans cette région-là, ici, entre donc, ce qui est aujourd'hui le Tampoc, qu'on appelait à l'époque l'Arawa, et donc la Litanie, vous avez le placer La Bourdette, dans lequel Crevaux, par exemple, va s'arrêter pour séjourner durant son voyage. Mais on ne voit pas encore, on est à la fin des années 70, on ne voit pas de production véritablement lucrative, il n'y a pas encore d'explosion. Donc vers 1885, et avec l'arrivée de Vitalo, dont je vous ai parlé précédemment, qui s'associe à Heuleterre-le-Blond, eh bien, les découvertes vont devenir très rapidement conséquentes et l'activité aurifère va exploser sur la rive gauche, à quelques kilomètres en amont des villages Bonny. C'est donc le Grand Rush de la Loire. Et vous voyez, on est sur un document d'archives, une demande de concession qui date de 1887. On est au mois de mai 1887. Et vous voyez, on est entièrement, le territoire vient, on a plein de concessions qui viennent d'être demandées pour pouvoir au moins s'installer en rive droite. Et derrière, il y a déjà des demandes qui n'hésitent pas à se chevaucher. C'est-à-dire qu'on court au bureau et chacun dépose sa demande. Et puis s'il y en a un qui n'a pas réglé ses royalties sur sa concession, eh bien on prend sa place, etc. Donc il y a une espèce de course à l'échalote pour disposer des territoires à exploiter. Alors, ces deux personnages qui sont un peu en cœur, Vitalo, c'est l'exemple même du créole qui est issu de l'affranchissement et qui va faire fortune dans l'or. On le retrouve d'abord sur Sinnamary, Placère, Dieu merci et Saint-Élie. En 1869 et 1873, il ne va pas hésiter notamment à écarter ses frères des entreprises communes de départ. Et puis il va ensuite investir, continuer à investir dans l'or, c'est le cas sur le contesté franco-hollandais, puis ensuite on sait, il va diversifier, notamment dans la production de rhum qui est naissante à la fin du 19e siècle en Guyane, et puis notamment dans l'immobilier, c'est les plus gros, à la fin du 19e, c'est un des plus gros propriétaires de maisons à Cayenne. Et il est associé donc avec Heuleterre-le-Blond, qui est un mulâtre, donc ce qu'on appelle un métis aujourd'hui, et qui est descendant de la famille Leblond, le médecin du roi qui, dans les années 1880, va explorer l'intérieur de la Guyane. Et donc qui s'est marié donc, avec une libre de couleur, comme on disait à cette époque-là, et qui a eu une descendance. Donc c'est les petits-enfants du médecin Leblond, et qui représente, lui, cette catégorie des libres de couleur qui a accédé rapidement aux principales responsabilités, notamment politiques, au sein de cette nouvelle société créole. C'est d'ailleurs le frère de Théodule Leblond qui est, à cette époque-là, le président du Conseil général. Donc des personnages importants dans la vie cayennaise. Mais autour de tous ces personnages importants, vous avez des mineurs qui viennent de partout, des centaines d'aventuriers en quête de fortune, beaucoup d'hommes, aussi des femmes, et dont Coudreau nous dresse un portrait en 1887-88 en parlant d'environ 3000 personnes
qui travaillaient en permanence sur les placières de la voie, avec une population des plus mêlées. Il nous parle de créoles de Cayenne, de Suriname, de Français, de Hollandais, de transportés libérés, d'Arabes, de coulis, d'Antillais, Anglais, Espagnols, Chinois, etc. Donc, une espèce de melting pot dans lequel domine quand même fortement la population créole, d'accord. Alors, créole originaire de Cayenne, hein, les créoles guyanais, antillais aussi, Martinique, Guadeloupe, et puis qui commencent à arriver encore les Saint-Luciens, qui vont être aussi au cœur de l'or, mais c'est plutôt à partir de la découverte de l'Inini et ensuite que là, ils vont prendre une place plus prépondérante sur le territoire, surtout dans cette zone. Donc, pour exploiter l'or, il faut une concession, seul titre légal d'exploitation. Donc voilà, on fait une demande de concession, on la met sur un plan, un petit peu au hasard, vous voyez, il y a la forêt partout quand même, hein. Il n'y a pas de route, pas de chemin pour accéder, hein. Donc voilà, on n'hésite pas à faire des traits sur des figures géométriques sur une carte. Après, la réalité du bornage sur le terrain, c'est autre chose. Donc ça porte bien sûr lieu à énormément de contestations. On s'accuse les uns et les autres d'exploiter sur le terrain de l'autre, etc. Il faut bien sûr donc, faire une demande, déposer et puis payer des redevances. Alors donc, ce sont des sociétés minières, mais c'est relativement rare en Guyane, c'est souvent des particuliers, la plupart du temps qui sont issus du monde des principaux négociants de Cayenne, mais aussi de Saint-Laurent à partir des années 1880, à partir du moment où la commune devient une commune pénitentiaire. On a souvent des prête-noms, on a sur un certain nombre, alors on ne l'a pas sur cette zone-là, mais on l'avait plus bas, on voit notamment des concessions intitulées Dame Leblon, Dame Vitalo, donc on met aussi des concessions au nom de sa femme, d'accord, pour pouvoir toujours en posséder un petit peu plus. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, il n'y a pas véritablement de législation ni de moyens d'action adaptés, et les propriétaires exploitants, en fait, sont très souvent pas présents sur le terrain et sont obligés de transiger et mettre ce qu'on appelle leur placère en bricole. Donc là, vous avez notamment une illustration. Alors qu'est-ce que c'est que la bricole? C'est des petits groupes de mineurs illégaux, donc qui n'ont pas de titre de concession, et qui, sans titre de concession ni permis d'exploitation, eh bien, vont progressivement exploiter des gisements légaux avec des techniques basiques, hein. Donc on retrouve bien sûr dans les outils la bâtée, le suisse et le long tome, hein. Donc ces goulottes dans lesquelles on fait couler de l'eau pour nettoyer le sable et en sortir l'or par densité. Et derrière, ces propriétaires de concession s'arrangent avec ces bricoleurs en demandant une redevance d'or de environ 10% de la production, et surtout l'obligation de revendre l'or et de s'approvisionner chez le concessionnaire, donc chez le négociant à Saint-Laurent ou à Cayenne. On retrouve dans ces familles de négociants, concessionnaires aurifères, par exemple la famille Lalanne, qui encore aujourd'hui à Saint-Laurent est un nom qui est extrêmement connu. Mais en fait, tout le monde y trouve son compte parce que eh bien, les sans-titres peuvent travailler, et d'un point de vue du concessionnaire, il y a une certaine sécurité sur son exploitation. D'abord, il capte l'essentiel de la production, et surtout, ça met fin, en tout cas, c'est le discours qui est tenu, ça mettrait fin à ces groupes armés de mineurs clandestins qui pillent, qu'on appelle les maraudeurs à cette époque-là. D'accord ? Et donc, à partir de ce moment-là, ça ramènerait de la sécurité. Donc, de faire travailler les illégaux sur les sites légaux, ça ramènerait de la sécurité. C'est quelque chose qu'on entend encore aujourd'hui. Hein, d'accord ? Je ne rentre pas dans le débat, je n'ai pas d'avis sur la question. Hein. Mais voilà, vous voyez que c'est une question qui est toujours d'actualité. Alors, sur place, bien sûr, vous imaginez bien, la vie matérielle est difficile, précaire. Les approvisionnements sont aléatoires, donc on part de Saint-Laurent en pirogue, et on charge un maximum de marchandises qui vont coûter très très cher, qui sont payées en or. Donc voilà, par exemple, un pain de 250 grammes, c'est 1 gramme d'or. Alors que c'est sûr que quand on connaît le prix de l'or aujourd'hui, hein, à peu près 60 € le gramme, ça fait 60 € la baguette. Voilà, c'est hors de prix. Alors même si l'or n'avait pas une telle valeur à cette époque-là, hein, en valeur constante, voilà, c'est l'économie de l'or qui se met en place, et notamment dans les échanges, on paye en or. Hein. Le riz à 3 grammes le sac, le kilo, hein, voilà, 3 grammes le kilo de riz. 180 € aujourd'hui. D'accord ? Alors,
ne rigolez pas, parce que c'est quand même encore aujourd'hui des tarifs aurifères qui sont pratiqués, notamment dans le monde clandestin, où on va vous vendre des cachets de paracétamol, le cachet à coût de grammes d'or, le cachet. Ça coûte moins de 10 balles la boîte en pharmacie, passez-moi l'expression. D'accord ? Donc voilà, on est sur finalement des choses qui ne changent pas beaucoup. Il fallait parfois un mois, selon les conditions de navigation, pour atteindre les placères de la voie, depuis Saint-Laurent, donc en pirogue, avec à chaque fois aussi, déjà il fallait s'adapter à l'humeur des piroguiers, parce que c'est parfois tendu entre les bonis ou les djukas et les orpailleurs. Alors c'est souvent tendu parce que aussi, et c'est quand on va consulter les archives judiciaires, notamment la justice de paix de Saint-Laurent, les mineurs sont aussi des mauvais payeurs. Donc, lorsque la justice est saisie par les bonis, c'est quand il faut faire payer le mineur qui n'a pas payé sa dette. Et d'ailleurs, toutes les décisions de justice, en général, vont dans le sens des piroguiers. Il est condamné à payer immédiatement sa dette. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne vit pas quand même d'une certaine manière ensemble, et qu'il n'y a pas cette interaction, interpénétration des communautés, on va voir avec quand même des différenciations, et qui vont m'amener progressivement à parler de cette notion de middle ground dont je vous ai parlé en introduction. De l'autre côté, on a donc ce monde Bushinengue. Alors Bushinengue, Djuka, qui occupe vraiment toute la région du Tapanaoni, le Bas-Maroni, c'est vraiment eux qui sont les plus importants. Mais nous, ce qui nous intéresse sur le contesté, on va quand même plutôt faire focus à travers le monde Boni. Cette arrivée de l'or, ça marque pour l'interland guyanais et notamment pour les piroguiers Bushinengue, le moment où ils vont où ils ont la possibilité de transporter les hommes et les marchandises, et donc ça va former une forme d'intégration économique dans la société guyanaise, à défaut d'une intégration citoyenne qui n'arrivera pas avant 1969. Néanmoins, cette intégration économique ne va pas perturber, entre guillemets, outre mesure, l'organisation sociale. Ils vont garder une organisation sociale propre, basée sur la coutume, sur le droit coutumier, mais qui va aussi savoir s'adapter aux besoins du monde de l'or et aussi aux injonctions plus ou moins formelles du pouvoir colonial. On y retrouve donc d'une certaine manière ce que donc, le chercheur américain Richard White, lorsqu'il parle des relations notamment entre les populations amérindiennes et les colons français dans l'Amérique du Nord, dans le Canada, ce qu'on appelle le Canada aujourd'hui, la Nouvelle-France de l'époque, ce qu'il appelle donc un middle ground, une espèce de zone grise, mixte, dans lequel l'enjeu est d'appliquer, je cite, des attentes culturelles propres à un contexte nouveau, mais dans le but de maintenir l'ordre conventionnel de son propre monde. D'accord ? Voilà un petit peu la manière dont White définit le middle ground. Donc, on va voir effectivement à travers différents aspects de quelle façon ce middle ground prend forme. Déjà, de par la maîtrise des techniques des passages des seaux et par la construction de formes de canaux adaptés, donc on les connaît, ces pirogues longilignes, les bonis et les djukas sont les seuls sur le Maroni à pouvoir rallier les placères sur plusieurs centaines de kilomètres vers l'intérieur, et donc vont contrôler l'intégralité du transport sur le Maroni. Ailleurs en Guyane, on a aussi le cas des Sahamaka qui vont se retrouver chargés du même travail. Néanmoins, il y a un antagonisme fort entre Djuka et Boni, suite donc à la fois à la tutelle, mais aux guerres précédentes à la fin du XVIIIe siècle, où les deux groupes se sont affrontés. Et les Djukas, largement majoritaires d'un point de vue démographique, on est sur un rapport de 1 pour 4 à 1 pour 5. Un Boni pour 4 Djukas ou 4 ou 5 Djukas, à peu près, d'après les estimations qu'on a de l'époque. Les Bonis sont entre 600 et 700, et les Djukas sont entre 2500 et 3000, à peu près. Ces Djukas, ils occupent l'essentiel du transport de Saint-Laurent jusqu'aux Abati Kotika, c'est-à-dire à l'entrée du pays Boni. Donc on commence à en rentrer sur le Lawa. Mais les interdits territoriaux, qui sont issus justement des conflits qu'il y a eu entre les deux, interdisent aux Djukas de pénétrer normalement sur le Lawa, et bien encore plus bien sûr d'aller jusqu'en pays Boni. Et donc ça va créer des tensions très rapidement durant ces années 80 autour du territoire contesté, puisque les Bonis sont peu nombreux
Et donc, on a besoin des canaux des Djuka pour rallier avec les marchandises eh bien, les principaux placers. Et donc, régulièrement, on va avoir dénoncé par le grand des Boni à cette époque-là, qui s'appelle Anato, qui va utiliser sa relation avec les autorités françaises et qui attend une protection attendue, non pas conçue comme une suggestion, mais comme un bon procédé de ceux avec qui on est alliés, qu'il interdise aux Djuka et bien justement ce canotage vers la Ouai qui leur reste réservé. Il leur demande bien sûr d'intervenir auprès des autorités hollandaises pour faire pression sur les Djuka. On essaye d'avoir une espèce de relation symétrique d'un côté et de l'autre. Et on a même des documents d'archives où on s'alarme du fait que les Boni et les Djuka auraient prévu de se retrouver de côté de Grand Senti. Alors pas le Grand Senti actuel, un petit peu plus bas, qui était un grand banc de sable où il n'y avait pas forcément d'occupation, pour en découdre alors avec les mains ou on ne savait pas avec les armes. Donc on va faire retomber progressivement la pression en allant plutôt du côté des Boni, mais peu à peu, de toute façon, les Djuka vont continuer à monter sur les placers de la Ouai. Du côté de l'or, la tradition orale maintient que ce sont les Boni qui ont découvert cet or et que donc c'est eux qui l'ont indiqué notamment à Vitalo et à Ruffin. C'est ce que dit le grand Anato, notamment dans ses premiers échanges de courrier avec le gouverneur. Mais ils ne l'ont pas exploité parce qu'ils ont préféré utiliser plutôt à leur profit les compétences en canonnage qui faisaient d'eux forcément les rois du feu. Et donc un des premiers leviers sur leur capacité à influer sur l'activité aurifère, ça va être surtout le coût des transports. Donc là vous avez par exemple un télégramme, donc ici aux ATG, dans lequel on prévient que désormais les coûts ont été portés à 80 francs le baril. Alors un baril, c'est une unité de mesure à l'époque qui représentait 4 dames Jeanne de tafia. La dame Jeanne de tafia, je fais juste un petit retour en arrière, vous l'avez ici. Voilà, la dame Jeanne de tafia, c'est ça. C'était ces grosses bouteilles qui étaient enveloppées dans de la vannerie, d'accord, et qui servaient à transporter le tafia, mais on pouvait avoir d'autres alcools qui étaient transportés. Et donc, 4 dames Jeanne est égal à un baril. Donc ça nous donne une idée, le baril c'était à peu près 100 kg de marchandises. D'accord, donc il y avait des caisses, etc. Le baril, on en voit un qui est juste derrière, etc. Les barils, ça concernait surtout notamment la viande salée, hein, les salaisons, viande de bœuf notamment, qui étaient montées, ou le bacalhau, hein, la morue salée, qu'on transportait sur les placers. Et donc, on a une inflation sur les prix qui se fait relativement rapidement. On est au départ autour de à peu près 45 francs du baril. Vous voyez que, eh bien, en 1891, on est déjà à 80 francs. Alors, d'abord parce que les Boni ont très bien intégré l'échange économique, d'accord, la valeur aussi des choses, mais également parce que selon les conditions, notamment en saison sèche, quand c'est compliqué de naviguer, eh bien, voilà, pour décider d'aller pagayer dans des conditions compliquées, eh bien, il faut y mettre le prix. Donc, ils ont vraiment un rôle important dans la navigation, jusqu'à menacer d'interrompre le trafic si ça ne va pas dans leur sens. Alors, pas à cette époque-là, mais un peu après, on aura notamment des grèves décidées par les Sarapaka, par les Djuka, par les Boni, qui arrêteront complètement la circulation des pirogues pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sur le fleuve. D'un autre côté, malgré les revenus captés par les Boni grâce à la logistique de l'or, eh bien, on n'hésite pas à alerter le gouverneur sur ces mineurs, essentiellement créoles, qui envahissent le territoire, sans tenir compte de l'autorité. Ainsi, Anato, début 1887, dénonce eh bien, ces créoles qui, finalement, ne lui obéissent plus et qui font ce qu'ils veulent, qui l'envahissent sans lui demander son autorisation. D'ailleurs, il fait appel, vous voyez, pour écrire son courrier, alors quelqu'un qui sait un peu écrire, hein, et qui fait sa croix, ici, son interprète est secrétaire. Hein, donc voilà, donc mais là on a donc un créole, alors Alexandre Mondésir, certainement guyanais, a priori pas Saint-Lucien,
qui remplit ce rôle. Donc on les dénonce d'un côté, mais on les utilise de l'autre. D'accord? Parce qu'on a bien compris, on est clairement dans cette notion de middle ground. D'accord? Et donc vous avez la signature du Grand-Mont ici, il a fait la croix pour le Grand-Mont des Bonnies, et lui il signe régulièrement. Donc on a plusieurs comme ça, courriers dans les archives territoriales ici, où on voit Alexandre Mondésir intervenir. Alors quand c'est lui qui rédige intégralement la lettre, c'est pas piquer les vers. Et de l'autre côté, en réponse donc justement aux plaintes du gouverneur, auprès du gouverneur, on a les orpailleurs qui réagissent. Alors les orpailleurs, c'est mixte. Il y a ceux qui sont sur le terrain, qui sont prudents, et puis il y a ceux qui sont les propriétaires et qui dénoncent. Et Leblond, par exemple, le terre Leblond va reprocher aux autorités d'accorder trop de crédit aux informations du gouvernement, et globalement au Bonny qui va qualifier littéralement, c'est écrit, petit peuple composé d'hommes d'une nature primitive et à demi sauvage. On a aussi encore le regard du littoral sur l'intérieur. Et derrière, on fait circuler des rumeurs de raquettes, de Anato sur les mineurs, qui se seraient fait une fortune en prenant l'or. Alors oui, on sait, par les témoignages du mineur, qu'il y a des arrangements entre Anato et les mineurs pour qu'il y ait des royalties qui soient versées. Mais très très loin de ce qui va être véhiculé par la rumeur, par Coudreau aussi allègrement, qui parle de dizaines de milliers de francs, qui parle de canotiers Bonny ayant enterré chez eux des dizaines de bouteilles hollandaises qui étaient un gros goulot dans lesquelles ils mettaient des pièces de 5 francs, qui était le symbole de la richesse à cette époque-là. Bon, on a vu, c'est pas tellement les pièces, c'est plutôt le grain d'or qui sert dans les échanges. Et derrière, voilà, on a aussi des fortunes qui sont quand même globalement fantasmées. Mais là, on voit bien, entre profiter d'un côté et demander aussi des choses de l'autre, deux postures qui marquent ces équilibres instables qui sont propres au middle ground. Néanmoins, donc, on a une population qui continue à subsister face à la vague de migration des chercheurs d'or, avec des adaptations où voilà, on est chargé par l'administration, donc il doit, c'est défendu, il faut de descendre sans que ça ait été visé, donc on rappelle au Grand-Mont ses obligations, donc de passer par les postes, parce que là on est dans le cas d'un mineur ou en tout cas des individus qui ont réussi à passer le long du poste d'Assisi sans que le piroguier Bonny n'ait l'intention de s'arrêter. Donc il y a aussi des complicités, bien entendu, des piroguiers. Donc on va faire un petit jeu de va-et-vient entre ce qu'attendent les autorités et l'intérêt qu'on a aussi à travailler avec ces mineurs qui vivent au quotidien. À côté de ça, on a à la fois des sociétés qui vivent ensemble, mais pourtant qui restent quand même très séparées. Les mélanges de population sont rares. On a souvent un frein qui est spirituel, c'est ce qui avait été mis en avant par Bach-Strobel dans son ouvrage sur les gens de l'or, où d'un côté on a une population qui est fortement créole, qui est fortement christianisée, et de l'autre côté une population Boni Ujuka qui est, alors on utilise un certain terme animiste, et avec les premiers qui reprochent aux derniers le culte notamment d'une divinité africaine, le serpent Ngoma, qui est considéré d'un point de vue chrétien comme un commerce avec le diable, toute représentation du serpent. Donc il y a peu d'interactions maritales et les villages peuvent être très proches mais jamais communs. On a notamment le village de Cormont-Thibault avec l'établissement Galiot qui vivent face à face ou côte à côte, mais sans que forcément il y ait véritablement de fusion entre les deux. J'ai trouvé dans les archives un cas de vie commune, mais qui a priori reste rare. C'est un créole qui écrit, Amédée Guibault, originaire de Cayenne, et qui, donc avec son compère Paul Malo, chacun a épousé donc, une femme Bonny, du côté de Bonnyville, donc un des nouveaux villages qu'on va voir dans la dernière partie, et qui demande à ce qu'on lui donne des ressources pour retaper sa case qui a brûlé. Et qu'il se pose en premier à avoir fait, je dis littéralement, la fusion des deux races. Ce qui est a priori relativement rare, et puis surtout qui va rester marginal, parce qu'il n'y a pas de traces dans les généalogies, par exemple, portées par Huot, on n'a pas de traces lorsqu'on refait les généalogies de membres créoles, père à l'origine de tel ou tel enfant.
Et donc, quelque part, on peut considérer qu'on a une autonomie de fait de cette population Boni sur le Haut-Maroni qui, finalement, s'en sort pas trop mal, profite économiquement des mannes, se voit assurer, en tout cas, la protection de la France, notamment vis-à-vis des Djoukas, en tout cas une certaine forme de sécurité, mais qui, à côté de ça, garde son organisation. Néanmoins, passer, et ça sera mon dernier point, passer l'arbitrage du tsar, si la frontière coloniale, donc, qui est désormais fixée, eh bien, au milieu du fleuve, en quelque sorte, hein, donc désormais, eh bien, voilà, tous les villages ici sont désormais hollandais, et là, on est sur la rive française. Donc ça, c'est les villages en 1891, juste avant l'arrivée de la sentence du tsar. Vous voyez l'établissement Galliot dont je vous parlais à côté de Cormont-Thibault. On a aussi un autre établissement d'orpailleurs ici, sur l'établissement Tilbert, qui ne doit pas être loin de l'ancien Papa Hichton, d'ailleurs, très certainement. Et donc, devant quand même les menaces qui sont quand même régulièrement mise en avant sur le fait que les terres Boni risquent de se retrouver en territoire hollandais, on a de la part des Boni un atout qui va solliciter dès novembre 1888 les autorités pour qu'un territoire lui soit cédé, donc un territoire qui devait démarrer par là et puis remonter par ici sur toute la rive gauche, dont il y a eu une carte aux archives territoriales de la Guyane qui est imprimée dans le premier livre d'Emmanuel Lézy. Alors, elle n'est pas complète, donc on n'a pas l'intégralité, et qui est estampillée Archives départementales de Guyane, et qu'on n'a jamais pu retrouver ici, parce que j'ai lancé sur l'affaire Patrick Léon, j'en ai parlé à Georges Reich, et on n'a jamais retrouvé ce document. Les archives, elles peuvent aussi, malheureusement, disparaître. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien de fait jusqu'à l'arbitrage, et une fois même l'arbitrage donné, la France se pose pas de questions supplémentaires finalement sur les territoires des Boni. Et là où véritablement les choses vont changer, c'est quand en février 1892, vous avez le Hollandais qui arrive, et puis qui demande ici à Kotika au Grand Mans. Alors le Grand Mans Anato, il est mort en fin d'année 1891, c'est un nouveau qui a pris sa place, qui s'appelle Auchy, qui est beaucoup plus jeune. Et donc Auchy et les capitaines donc coutumiers, les capitaines Boni qui sont sur les villages, se retrouvent avec un envoyé du gouvernement qui leur demande de hisser le drapeau hollandais sur le territoire de Kotika. Et alors là, forcément, c'est pas acceptable. Pour les Boni, hors de question de repasser sous l'autorité des Hollandais, à qui ils n'ont jamais finalement signé la paix, et qui sont dans les consciences l'ennemi de toujours, puis qui font référence à un temps de l'esclavage qui n'est bien sûr pas admis. Et donc, à partir de ce moment-là, on va avoir une délégation qui descend en février à Saint-Laurent et qui va donc envoyer un courrier au gouverneur. Donc, c'est les capitaines qui demandent clairement au gouverneur la protection de la France, qu'il est hors de question de dresser le drapeau hollandais, et qui demande d'accorder sur la rive droite des territoires pour reconstruire les villages. Alors, c'est très intéressant. Alors, bien sûr, attention, elle est rédigée par l'administration coloniale, bien entendu, donc avec toutes les formes, néanmoins qui marquent clairement que les Boni se mettent sous l'autorité, sous la domination. Ça, c'est là aussi on voit le middle ground, c'est que pour les Boni, pour eux, c'est pas une forme de suggestion, mais c'est le fait qu'on joue un papier qui va être signé et qui a une valeur, et qui reconnaît des droits à ces Boni. Donc là, encore une fois, on est toujours sur les incompréhensions et la conception de chacun qui fait qu'on arrive à trouver un terrain d'entente, mais chacun a son mode de pensée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, vous voyez, de façon manuscrite, on retrouve Auchy, Apatou. Donc, on a Kouachi, Domé, Bayo, Assoko et Lomi, donc les principaux capitaines de tous les lignages Boni qui sont représentés. C'est la première trace écrite qu'on a. Alors, bien sûr, Apatou, a priori, il sait écrire. Les autres, ils ont redessiné ce qu'on leur a demandé de dessiner. Bien entendu, ils ne sont pas alphabétisés. Mais néanmoins, voilà, c'est la première trace qu'on a de cette écriture. Je tenais à vous le montrer parce que c'est un document vraiment, d'un point de vue patrimonial, vraiment intéressant.
Et donc, derrière, il y a mise en œuvre d'une politique, on leur autorise donc à s'installer donc entre Cormon-Thibault et donc Kotika, mais sur, bien sûr, cette rive désormais française. Et donc, progressivement, les villages qui sont installés sur cette partie-là vont aller s'installer ailleurs. Alors, on envoie des responsables, on a Dufay qui, là, dans ce mail, vous voyez comment on parle maintenant aujourd'hui. Franchement, c'est une catastrophe, mais ça en dit long quand même sur nos pratiques. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit de lettre, en fait. Donc, dans cette lettre de juillet 1892, alors c'est un brouillon de télégramme. Le gouverneur dira du fait, hop, 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 commencez pas à démonter à la place des Bonnies, ne menacez pas de brûler leurs cases, ça ne va pas le faire, tout le monde va se contrarier, on ne va pas y arriver. Donc il va falloir être patient. Effectivement, il va falloir être patient, ça va durer en gros 1 an et demi, le temps que tout soit démonté et qu'on passe d'un côté à l'autre, avec des nouveaux villages qui se créent. Donc Auchy notamment va créer le nouveau village d'Agodé, donc qui en 1893 est considéré comme désormais terminé. Vous avez les gens du village Lapé, alors là il y a une erreur, hein, c'est pas Apatou, il est sur le village de Sei, et Kouakou c'est le capitaine des Lapé, c'est le lot Lapé qui s'installe sur l'Oka. Et vous avez également donc, ceux qui ne sont pas tous partis avec Apatou et qui restent, donc un lot qui s'appelle le lot d'Ipelou, donc de Sei, qui va s'installer sur Tabiki. Alors c'est assez marrant, et j'en finirai là-dessus. Pourquoi on va s'installer à Tabiki alors que ce n'est pas du tout prévu? On les menace, on fait tout ce qu'on peut pour empêcher qu'ils aillent s'installer sur cette île, parce qu'on part du principe que s'ils s'installent sur cette île, d'abord, cette île, on ne sait pas à qui elle a été attribuée, parce qu'on a mis une frontière, mais on ne sait pas finalement si c'est hollandais ou français. Donc ça risque de reposer le problème. Et puis surtout, on a peur d'une chose, c'est qu'une fois qu'ils sont installés sur l'île, dès qu'on tourne le dos, ils partent réinstaller de l'autre côté. Et derrière, on va avoir encore des problèmes. En tout cas, c'est la vision de l'administration, la vision coloniale qui est bornée et pure et dure. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on a donc dans la série Un herbe autochtone, ici, cet officier de poste, donc Dufay, qui fait ses comptes rendus régulièrement et qui nous raconte l'histoire. En fait, c'est la tante d'Apatou qui prend ses bagages, va se poser sur l'île en face et il dit à partir de ce moment-là, je ne veux plus en sortir. Et on retrouve d'ailleurs à côté de la tante d'Apatou Alexandre Mondésir, l'ancien donc secrétaire du grand Manatou, qui a repris du service en tant qu'interprète auprès des autres, etc. Le monde créole, vous voyez, il est quand même jamais très loin. Et la tante d'Apatou, elle a dit qu'elle ne bougeait plus, parce qu'elle avait besoin de pouvoir surveiller ces orangers et ces citronniers qui donnaient sur la rive en face, donc au niveau du village, pour qu'on n'aille pas lui piquer ses fruits. D'accord? Alors, citron, orange, ça fait rigoler tout le monde, mais enfin, citron, c'est quand même fondamental, notamment dans le traitement de la viande, pour l'alimentation. Hein, c'est quelque chose, pour mariner les viandes, hein, c'est quelque chose qui est fondamental. Voilà, c'est succulent. On a quelques petits mots, je vous dis, dans nos archives, on a quelques petits mots d'histoire, comme ça. Voilà, et donc, en fait, on explique, on fait tout est expliqué, que ça va être inondé, que ça ne va pas être possible, etc. Et finalement, on ne va pas arriver. Et aujourd'hui, l'enfant perdu, donc Tabiki, est encore le village dans lequel réside, il n'y a plus personne, mais dont sont originaires les gens du lot d'Ipelou. Et donc, à partir de ce moment-là, voilà, on va avoir des villages qui se créent, donc à Godé, Loka. Alors, j'ai oublié aussi Pomofo, qui est situé pas très très loin de Bonneville, un peu en aval, dans laquelle, qui est vraiment une dépendance qui avait été construite notamment par la veuve du Gamman Anato. Et puis, on a quand même une partie de la population, le lot Yacoubi, qui va rester sur Kotika, de toute façon, et qui ne va pas quitter parce que Kotika reste aussi une terre d'ancêtres. Il y a un cimetière à proximité de Kotika, et donc on a beau mettre une diplomatie, une frontière et des règles du jeu, entre guillemets, à l'européenne, il y a aussi la coutume. Et il y a des choses qui sont intransférables. D'accord? Voilà. Et donc, finalement, et pour conclure mon propos, cette administration va être obligée de composer avec une organisation d'espace du fleuve qui va rester très longtemps traditionnelle, sans entraver ni la circulation entre les villages, ni la circulation sur les lieux de culte, ou encore les pratiques de chasse et de pêche en direction de l'amont ou de la mer. Voilà, j'en ai terminé.